Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Donc nous attaquons la dernière vidéo sur la formulation sur la déduction algébrique. Ici ça va être un petit peu moins lourd. Alors je vais réécrire les transformations. AU égale 1 sur racine de 1 moins Q carré, QU carré. Et parce qu'on va en avoir besoin. Et aussi parce que, vous l'avez noté, dans la vidéo précédente, je les avais écrites un peu trop bas, ça sortait de l'image. Je suis désolé. Donc on a x' égale AU x moins UT et T' égale QU AU x plus AUT. Et on a vu que le cas Q égale 0 conduit aux transformations de Galilée. Alors, le cas suivant, c'est lorsque Q est inférieur à 0. Donc, une constante qui serait négative. Dans ce cas-là, on peut choisir une autre constante C positive, telle que Q égale 1 sur C carré. Donc, on peut toujours faire ça, bien entendu. Choisir une nouvelle constante C. Et dans ce cas-là, ces transformations prennent simplement la forme x' égale gamma, la fonction que vous connaissez, x moins ut, t' égale gamma t moins gamma u sur c carré x. Et ça, ce n'est rien d'autre que les transformations de Lorentz. Donc, nos transformations générales donnent les transformations de Galilée pour Q égale 0 et les transformations de Lorentz pour Q négatif. Il reste un cas à examiner, c'est le cas où Q est positif, supérieur à 0. On peut à nouveau choisir une constante telle que Q égale 1 sur C carré, constante C positive, et x' est alors égal à état, je vais donner sa formulation tout de suite, égale fois x moins ut, et t' est égal à état t plus état u sur c carré fois x. Et état est égal à 1 sur racine de 1 plus u carré sur c carré. La grosse différence, c'est le plus ici par rapport à la fonction gamma. La vitesse u peut être écrite sous la forme, une autre forme, c fois tangente alpha, alpha à un certain angle, on peut toujours écrire u sous cette forme, auquel cas les transformations deviennent x'. Donc, état, alors, devient simplement cosinus alpha, et les transformations deviennent x' égale x cosinus alpha moins ct sinus alpha et ct' égale x sinus alpha plus ct cosinus alpha. Ici, C ne représente pas une limite particulière. La fonction ici ne diverge pas pour la valeur U égale C. U peut être absolument quelconque. Et ces transformations, on reconnaît là simplement les transformations d'une rotation dans l'axe, dans le plan x', xt, ou x', ou plutôt x', ct'. Donc une simple rotation dans l'espace-temps. Dans ce cas-là, ça veut dire que le temps et l'espace sont vraiment de même nature, ne sont pas seulement entremêlés. Le temps se comporte comme l'espace. Et effectivement, en choisissant une rotation appropriée, il existe toujours une transformation telle que t se transforme en moins t.
Ce qui veut dire qu'on peut renverser le temps. On peut alors remonter le temps. Solution bizarre, puisqu'on a une violation de la causalité. Donc la causalité ne faisait pas partie de notre postulat, puisque nous ne savions pas a priori quelle forme exacte prendrait la causalité. Il peut y avoir des différences dans les détails. Mais remonter le temps est toujours embêtant. Parce qu'alors, on peut facilement imaginer des scénarios avec des paradoxes temporels, du type paradoxe du grand-père, où on remonte le temps, on tue son grand-père avant même qu'il ait eu un enfant, etc. Donc remonter le temps conduit à des contradictions. Et donc, il semblerait que cette solution soit à rejeter. Elle n'est pas physique. Elle conduit à des contradictions. Il reste qu'on obtient deux possibilités. Transformation de Galilée ou transformation de Lorentz. Alors, penchons-nous un peu sur la validité de la démonstration que nous venons de faire. Une démonstration précise et rigoureuse. Pour la faire, nous sommes partis de trois postulats logiques. Purement logiques. Le principe de relativité, le postulat de groupe et le postulat d'application. Et d'un seul postulat physique. Un seul. Le postulat de continuité. Ce qui veut dire que cette démonstration est extraordinairement générale. Il est difficile d'avoir un résultat aussi général à partir d'un seul postulat physique, la continuité. Tout le reste n'est que logique. Si on adopte en plus le postulat euclidien, on obtient soit la physique classique, soit la relativité restreinte. Et même si on ne l'adopte pas, au moins localement, dans un voisinage infinitésimal d'un événement, l'espace ne peut-être pas la géométrie d'Euclide à grande échelle, mais dans un voisinage infinitésimal, ça reste toujours valable, toujours linéarisé dans un petit voisinage. Et dans ce cas-là, on est conduit simplement à la relativité générale. Ou une forme qui a d'ailleurs été explorée par Riemann, généralisée aussi pour la physique classique. Donc, ce résultat est très difficile à déboulonner, très difficile à rejeter. Parce qu'il n'y a quasiment rien qui puisse être mis en cause. Et même si on remet le postulat de continuité en cause, là je vous souhaite bonne chance, c'est très difficile, même si on le remet en cause, ça ne peut introduire que d'infimes corrections. Parce que, expérimentalement, la continuité de l'espace est une évidence. Et celle-ci a été vérifiée, constatée, sur de larges échelles astronomiques jusqu'à la physique des particules. Peut-être qu'à des échelles encore plus petites que la continuité n'est plus valable. C'est ce que semble indiquer la gravité quantique. Mais à des échelles vraiment infimes qui actuellement nous échappent. Expérimentalement nous échappent. Donc s'il y a des corrections, ça ne peut être que des corrections qui n'apparaîtraient que dans des domaines qui sont largement au-delà de nos capacités expérimentales, dans l'infiniment petit. Donc c'est vraiment très difficile à déboulonner. Il nous reste à poser une question. Que vaut la constante Q en réalité? Qu'est-ce que la nature a choisi pour la constante Q? Les postulats que nous avons utilisés ne permettent pas de le déduire. C'est des postulats logiques, au dehors du postulat de continuité, simple postulat logique, et on aboutit à deux solutions consistantes. Transformation de Galilée ou transformation de Lorentz. Donc, les deux possibilités restent ouvertes. Et pour trancher, puisque les deux sont logiquement possibles, pour trancher, on a besoin d'un résultat expérimental. Le résultat expérimental que C est invariant. Et ça, on l'a vu, expérimentalement, c'est ce qu'on trouve. Mais est-ce que c'est juste? Après tout, la précision des mesures n'est jamais infinie.
Supposons qu'on mesure en réalité une valeur qui n'est pas tout à fait cette valeur limite, on va la noter C', à une certaine précision des mesures près. Donc c'est C' à la précision des mesures près. On mesure C' dans deux repères, K et K'. On trouve ainsi C' dans K et C' plus ou moins delta C, la précision des mesures dans K'. On sait qu'on obtient la même valeur, mais à la précision des mesures près. La transformation de Galilée nous dit que si on a C' le long des axes x positifs dans K, alors dans K', on doit avoir C' moins U, la vitesse U. Et ça, ce sera exclu si U est plus grand que delta C. Parce que la précision des mesures permet alors d'exclure ce changement. Or, c'est bien le cas. Parce que les mesures modernes arrivent à une précision de l'ordre de 1 mètre par seconde dans les mesures de la vitesse de la lumière. Et on a pu faire les mesures dans des repères en mouvement jusqu'à des vitesses U environ de l'ordre de 10 mètres par seconde. C'est pas énorme. En fait, on a des expériences relativistes à des vitesses bien plus grandes, avec les particules qui peuvent aller à des vitesses proches de la lumière, mais ici, il s'agit bien de mesurer la vitesse de la lumière, dans notre exemple, dans deux référentiels, et même avec des particules extrêmement rapides, on ne mesure jamais que la vitesse de la lumière dans le laboratoire. On peut le mesurer dans deux référentiels, donc dans un véhicule en mouvement, on arrive grosso modo à des vitesses de 10 mètres par seconde. Donc c'est pas colossal, mais c'est suffisant, parce que 10 est supérieur à 1. Et donc, on sait que le résultat des transformations de Galilée est expérimentalement exclu. Il ne reste que les transformations de Lorentz. Alors, notons que le KQ est supérieur à 0. Je vous laisse vérifier. Mais là non plus, les vitesses ne sont pas invariantes. Quand on passe de K à K', les vitesses changent. À cause de la rotation. Dans un plan XT, la vitesse, c'est l'angle, et donc, dans une rotation, l'angle change, et donc les vitesses ne sont pas invariantes. Et donc même, si on imaginait un drôle de monde où on peut remonter le temps, même cette solution serait expérimentalement exclue. Et donc, il ne reste que les transformations de Lorentz. CQFD. Fin de notre déduction algébrique rigoureuse. Les seules possibilités logiques et sur base de quelques résultats expérimentaux, les seuls résultats possibles sont les transformations de Lorentz. Voilà. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons pouvoir avancer. Nous allons étudier comment se transforment les vitesses lorsque l'on passe d'un repère à l'autre. Pour Galilée, c'est simple. Simple addition ou soustraction de vitesse. Mais nous aimerions savoir, dans le cadre des transformations de Lorentz, comment est-ce que ça se comporte. Et donc, ça, c'est ce que nous verrons. Je vous remercie.